Salut à tous, pas de bout pour la chaîne Black Raven. Ça va être une vidéo récapitulation de notre deuxième session de Mousquetaires et Sorcellerie. Je vais faire un peu comme le compte rendu que j'avais fait de la première session. Ça va être un peu vous raconter ce qui s'est passé, puis un peu au niveau technique, maître de jeu, pourquoi j'ai agi de telle façon, pourquoi tel choix. Si ça peut nous inspirer, si ça peut aider des nouveaux maîtres, ou si, si vous avez des idées, vous auriez agi, vous auriez fait ça autrement, ben, laissez-moi un commentaire. Ça va me faire plaisir des livres, ça va me faire plaisir d'en tenir compte. Des fois, si je peux apprendre d'autres trucs, je ne dirai jamais non à ça. Mousquetaires et sorcellerie, oui, pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, il y a 3 joueurs. Il y a Marc de la chaîne Mon oncle Marc qui interprète Laurent de la Gasconne. Lui, c'est le personnage d'expérience. C'est un homme qui en a vu. C'est un homme qui a des connaissances assez étendues. Il est peut-être moins habile que ses deux compagnons. Ben, ouais, un peu au niveau combat, mais il compense ailleurs. On a Christophe de Pilule Rouge qui joue Mathilde Eugénie. Faudrait que je vérifie. Désolé, Christophe. Ils ont des noms à coucher dehors, c'est trop long pour rien. Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, les Français à cette époque-là. Je vais dire Mathilde. Qui joue Mathilde, qui est une jeune femme qui, elle, veut se faire accepter comme mousquetaire et non juste pour être un joli minois. Ensuite, on a Ratburger, Danny, qui joue Louis-Joseph de Longvilliers. Lui, c'est le plus jeune du groupe. Il a fait un personnage qui a 17 ans. C'est le jeune Jouvenceau qui est très habile au maniement de l'épée, extrêmement habile, mais qui connaît rien de la vie, qui a des idées très préconçues et qui va découvrir malgré lui que des fois ça se passe pas comme c'est censé arriver. Donc, juste récapituler un peu la première session. L'émission de départ, c'était de retrouver Dame de Belzic à une auberge. Il partait de Paris. Il fallait qu'il se rende dans le sud-ouest de la France, à l'auberge La Dame du Lac, pour récupérer Dame de Belzic, qui, elle, allait devenir la nouvelle reine de France. Dame de Belzic, qui est en fait une Portugaise. Donc, le but, c'était d'aller là et de l'escorter jusqu'à Paris. Mission très facile, très simple. Rien de compliqué là-dedans, hein, vous direz. Et voilà. Donc, première session, ils se rendent à l'auberge. Il n'y a pas eu, comme j'avais dit, ils n'ont pas vraiment encore eu affaire à la sorcellerie, à la magie, aux démons encore. J'avais lancé des petites pistes, des petites bribes. Ils n'ont pas vraiment mordu. Il y a d'autres fois qu'ils ont manqué des jets de dés, que s'ils auraient réussi, il y aurait peut-être eu plus d'informations. Mais les circonstances ont fait que ça a été manqué. Des fois, j'aime pas faire jeter des dés pour rien, mais si les circonstances, je veux dire, s'il faut que tu fasses un jeu genre perception, puis il fait noir, il mouille, il vente, il tonne, que les conditions sont contre toi, je donnerai pas nécessairement de malus en tant que maître de joueur, mais je vais faire un jeu de dés. C'est le minimum. S'il n'est pas réussi, ben désolé, t'as rien vu. Donc, ils sont arrivés à l'auberge. Là, ils ont commencé à voir certaines choses étranges. Il y avait des gens. Il y avait une dame qui était souvent seule dans son coin, qui ne parlait pas à personne. Elle les a intrigués quand même pas mal. Puis ça avait été surtout une session au roleplay, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les gens dans l'auberge. Et on avait terminé ça sur un combat des assassins espagnols qui voulaient tuer Dame de Belzic. Et le tout avait fini, qui ont réussi à abattre les assassins. On a la dame, la femme mystérieuse, qui elle tentait de se pousser. Ben, en tout cas, elle s'en allait. Finalement, ils ne l'ont pas laissé partir. Laurent, le personnage de mon oncle Marc, lui, l'a empêché de partir. Elle est rentrée dans l'auberge. Et on avait arrêté là.
tête à tête entre Laurent et la dame en question. On s'est arrêté là. Après ça, on avait eu une discussion sur le système des combats qui rendait pas justice au fait que les films de mousquetaires, c'est toujours épique. J'avais eu comme 2 semaines pour y penser et j'en suis venu à une proposition que les joueurs ont acceptée. Dans le fond, c'est que la règle disait que tu divises ta compétence d'escrime en action lors des combats. Puis Christophe, comme si vous voyez la première vidéo, trouvait que c'était que ça punissait. Il avait raison d'une certaine façon. Donc, ce que j'ai proposé, c'est que toute action d'éclat, une action acrobatique, se lancer après un lustre pour se donner une swing, pour donner un coup d'épée, toute action qui sortait hors de l'ordinaire donnait un avantage sur la prochaine action. Donc, la personne se pitch sur le lustre, réussit son action, bien entendu, s'accroche, se donne une swing. Si l'action n'est pas réussie, ben là, tout s'arrête. Si elle réussit ça, l'autre jet d'après, ça voulait donner un coup d'épée. Elle avait avantage sur ce jet-là. Ça, c'est emprunté à la dernière version de Call of Cthulhu. Donc, avantage, ce que ça fait, c'est que tu tires 2D pourcentage et tu gardes le meilleur. Fait que déjà, ça donnait une forme d'incitation aux joueurs à essayer quelque chose. Ils ne sont pas obligés, il n'y a rien qui les oblige, mais tu sais que si tu tentes de quoi que tu le réussis, ben tu vas avoir un petit bonus après. Fait que c'était comme un compromis. Je vais en parler un petit peu plus tard. Je pense que ça a bien fonctionné. C'est une bonne manière de le voir, je pense. Donc, on commence notre deuxième session. Laurent en tête à tête. On avait Louis-Joseph qui est en train d'essayer de penser les blessures de Mathilde, parce que oui, Mathilde avait été blessée pendant le combat. Le tête-à-tête de Laurent, il faut dire que la dame en question, qui s'appelle Catherine de Castelet, bien sûr, les joueurs l'ont tout de suite compris. Catherine de Castelet, c'est ce que j'appelle un PNJ récurrent. C'est un PNJ qui va revenir quand même assez souvent, qui a son importance et qui, dans le fond, est un agent du cardinal Richelieu. Fait qu'elle nous a sorti un passe-droit du cardinal Richelieu. Bien entendu, ça l'a soulevé plus de questions que de réponses, mais ce qu'elle a fourni comme raison à Laurent était très valide et était la vérité. Hein? Ben oui, un maître de jeu, ça dit toujours la vérité, voyons donc. Donc, pour faire plaisir à Laurent, elle ne s'est pas sauvée, elle restait là, elle lui a donné rendez-vous dans sa chambre le soir, au coucher du soleil, pour lui expliquer la raison de sa présence et tout mettre ça au clair. Là, j'avais, en tant que maître de jeu, je venais d'établir un lien pour Laurent. Je venais de le mettre dans une situation qui pouvait shiner ou, en tout cas, directement lié à lui. Là, il me restait Mathilde et Louis-Joseph. Louis-Joseph, lui, il connaît rien. Mathilde, elle veut être acceptée comme mousquetaire, mais elle a le charisme, elle a le maximum. Fait que c'est une belle fille, c'est une jolie dame. Puis, au début, j'avais pas prévu rajouter d'autres PNJ, que ce soit des PNJ secondaires. Je pensais que j'en avais assez, mais j'ai dit je vais en rajouter un autre. Juste pour le fun, juste pour essayer de les mettre dans l'embarras. Et j'ai ajouté le fils de l'aubergiste qui s'appelle Gaspard, qui est un beau bonhomme et qui est un soldat du roi. Bien entendu, tout de suite, Louis-Joseph l'a perçu comme un rival. Lui, Gaspard, tout de suite, ça a été les belles manières envers Mathilde. Et j'ai essayé de jouer avec ça un peu. Le soir arrive, Laurent va à son rendez-vous avec Catherine de Castelet, qui en fait se retrouve être une dame, un âge plus avancé que ce qu'ils ont rencontré jusqu'à date, la mi-trentaine. Elle explique à Laurent le pourquoi de
qu'elle se trouve à l'auberge, qui était une raison tout à fait valide. Elle avait entendu dire que des assassins espagnols se trouvaient dans le coin. Elle devait enquêter là-dessus. Mais bon, ils ont réussi à battre les assassins, il n'y avait pas besoin d'elle, fait que pourquoi qu'elle serait intervenue? T'sais. Faut que je dise que ce PNJ-là, il a évolué, c'est juste la deuxième session, mais j'avais pensé de l'introduire d'une manière. Après ça, j'ai mis ça de côté, j'ai pensé à une autre manière. Mis ça de côté pour finalement en arriver de cette façon-là. Et oui, comme vous vous en doutez, ben Laurent a passé la nuit avec Catherine de Castellet. Pendant ce temps-là, c'est là que nos deux compagnons, un peu plus jeunes, moins expérimentés, ont fait l'expérience, leur première expérience face à la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils ont vécu une nuit de rêve, tu sais, des rêves chauds, là, des rêves salaces, des rêves où chacun se voyait avec à peu près tout le monde qui se trouvait dans l'auberge. Avec la future reine, un avec l'autre, deux. Sans entrer dans les détails, là, je vais prendre la technique qui a été prise, c'est la technique de JDR de 30, François, c'est la technique James Bond. On ne donne pas trop de détails, mais on sait tout ce qui se passe. Le problème, c'est que pour eux autres, c'était des rêves. Hein? Mais est-ce que ça en était réellement des rêves? Dur à dire. À un moment donné, je lui ai demandé de faire un jeu de pouvoir. J'avais une idée. Puis ça pouvait... Pour moi, là, une session de jeu de rôle, c'est vivant. Faut que tu essaies de garder ça vivant. Faut que tu prennes ce que les joueurs te donnent. Faut pas que tu aies peur de l'inclure. Puis il faut pas que tu aies peur d'aller d'un bord ou de l'autre. Puis de t'obliger à faire ça. À un moment donné, je les ai fait faire un jet. Puis le jet, réussir ou pas, ça pouvait donner deux bonnes scènes. C'est un jeu de pouvoir. Le pouvoir, dans le fond, c'est ce qui contrôle ton interaction avec tout ce qui est sorcellerie, magie, occulte. S'il réussissait le jet de dés, il se réveillait dans une situation embarrassante. Ça aurait donné une bonne scène. Ça aurait été plaisant, on aurait eu du fun à voir ça. S'il manquait, ça me donnait une chance de lui montrer que j'avais pas oublié le background. Ils l'ont manqué toutes les deux. Donc, à un moment donné, Ratburger, dans sa description de background, il m'a dit qu'il était parti de la maison probablement parce que sa mère couchait avec toutes sortes d'hommes. Puis c'était elle qui gérait, qui était comme rendu maîtresse de la place. Ça, je l'ai retenu. Fait que finalement, son rêve bien bizarre à Louis-Joseph s'est terminé avec sa mère. Et oui. Et oui, juste pour vous montrer, tu sais, je suis allé quand même là. Mathilde, elle, qui était à la recherche, qui s'est engagée dans les mousquetaires pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à son frère, mais elle s'est retrouvée, oui, avec son frère. Puis son frère mangé par les vers, les bébites, les insectes, c'est le genre de choses que tu veux pas voir. Bien entendu, tout ce beau monde-là s'est réveillé le lendemain matin, et c'est comme vous pouvez vous en douter, c'était pas joyeux, hein? Tout le monde était gêné, et tout le monde sauf Laurent, qui lui avait dormi comme un bébé. Bien entendu, c'est la première question qui est venue, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, peut-être que Catherine de Castellet avait une façon de se protéger de la sorcellerie. Peut-être que, je sais pas, il peut avoir plein de raisons, hein? Mais ça, il faut les découvrir. Là, tout le monde est tellement gêné, la future reine est tellement gênée, juste à voir les visages, voir ce qu'elle a vécu dans ses rêves, qu'elle veut sacrer son camp de là. Tu sais, c'est rendu invivable pour elle, elle veut partir. Puis étonnamment, ben, comme le beau temps est revenu, comme par hasard. Regardez donc ça, comme par hasard. Fait qu'ils sont partis. À un moment donné, j'ai fait faire... la reine commence à être malade, vomissement, puis tout, puis devient blanche. Et là, je lui ai demandé un jeu de constitution à Mathilde, qu'elle a réussi.
Et j'ai fait de quoi que je fais très rarement. J'ai pris Christophe, Mathilde, à part. Je lui ai dit ce que son personnage vivait. Et bien entendu, c'est une forme de secret parce que c'est un changement physiologique, physique du personnage qu'elle voyait, que Christophe voyait, c'est-à-dire que son personnage s'en met avec une petite bédaine. Ah oui, un peu de prise de poids, qui n'était pas nécessairement évident pour les autres. Puis j'ai laissé libre choix à Christophe, à Mathilde, d'en faire part aux autres ou pas. C'était son choix. C'était pas une obligation, ça n'emmenait rien comme tel au jeu à ce moment-là. Mais j'ai laissé le libre choix. Fait qu'ils continuent leur voyage en route vers Paris. Et bien entendu, la future reine est de plus en plus malade. C'est là que Laurent décide de faire un jeu de médecine. Oui, Laurent a certaines compétences. Bien entendu, il réussit. Et je lui ai dit que tous les symptômes que la future reine avait, c'était des symptômes de femme enceinte. Et là, là, c'est... tu sais, quand tu as réussi ton coup. Là, c'est what the fuck, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La future reine qui est enceinte. Il y a Laurent qui a commencé à allumer que c'était peut-être pas qu'est-ce qu'il pensait. Là, on a Louis-Joseph, lui, qui pense juste à arrêter la future reine. Il veut juste la mettre aux arrêts parce que c'est une trahison. Parce que dans sa tête, la future reine est enceinte avant d'arriver, puis elle a couché avec quelqu'un, puis ça se fait pas. Et là, on a Mathilde qui vient d'allumer aussi que, oh, est-ce que c'est ce qui m'arrive aussi? Eh bien oui, effectivement, c'était l'idée folle que j'avais eue depuis le départ. Et si la future reine tombait enceinte avant d'arriver? Bien entendu, vous en doutez, ça n'avait rien de naturel. La nuit de débauche, la nuit de rêve, en fait, c'était en partie réel, en partie rêve, en partie causé par, je ne dirais pas quoi, là, parce que l'arc narratif n'est pas encore terminé. Fait que finalement, ils ont réussi à trouver, ils se sont arrêtés à un village pour essayer de soigner la future reine, puis essayer de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça. Là, ils ont découvert une sage-femme, qui est en fait une aubergiste, qui ne pouvait pas les aider, qui les a donné un nom. Et c'est là que intervient ce que j'ai parlé dans le premier épisode, je vais appeler ça mes scènes passe-partout. La scène qui a suivi, c'est une scène que j'avais prévue, qui pouvait arriver à peu près n'importe quand, qui pouvait s'insérer n'importe quand, puis elle s'insérait bien là. Dans le fond, c'est l'aubergiste, la sage-femme, il les a dit, dans les bois, il y a une femme, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider. Peut-être. Puis qu'elle, elle voulait rien avoir à faire avec elle parce qu'on prétendait des pouvoirs et toutes sortes d'affaires. Donc, finalement, cette scène-là, la manière que je l'avais vue, pour moi, c'est tout le groupe qui se présentait là. Il se présentait d'une certaine manière. Puis, c'était ma vision de la chose, mais comme vous le savez en jeu de rôle, la vision du maître puis ce que les joueurs en pensent, des fois, c'est deux mondes complètement différents. Puis c'est pas mal ce qui est arrivé, mais au final, j'ai été gagnant pareil. Donc, il décide que Louis-Joseph et Mathilde vont aller rencontrer la femme et Laurent, lui, va rester à l'auberge pour tenir un œil sur la future reine de France. Ils partent à cheval, il y a une heure à peu près dans le bois, il y a une cabane. Et là, ils entendent un homme crier. Mais un cri et blablabla, une femme qui se met à psalmodier dans une langue inconnue avec une voix désincarnée. Bien entendu, ils partent au galop. Moi, je pensais que... Bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils entendent l'homme crier... Embroche-la, c'est une sorcière, elle est en train de nous maudire. Vite, tue-la. Fait qu'ils sont partis au galop. Ils ont fait ni une ni deux pour aller essayer de défendre la femme. Quand ils ont vu la femme, bien entendu, elle était salement amochée. Elle venait de passer
je dirais pas un mauvais quart d'heure, je vais plutôt dire une mauvaise heure. Sans entrer dans les détails, elle avait un bras qui pendait sur le côté, la face en sang, du sang qui coulait d'entre les jambes. Que j'ai pas détaillé ce qui s'est passé, mais c'était facile à deviner ce qui était arrivé. Il y avait une corde avec un nœud coulant qui pendait après une branche. Ça, c'est un autre aspect que je voulais montrer, c'est qu'à l'époque aussi, on avait les chasseurs de sorcières. Et était sorcière à peu près n'importe quelle femme qui disait, tu sais, je vais te faire un thé, ça va te faire du bien, tu pouvais être perçu comme une sorcière. Donc, il y avait affaire à ça. Ils étaient 3, eux étaient 2, il y avait un petit combat. Ça a testé un peu les nouvelles règles, je pense que ça a bien été. On a encore Laurent qui a fait des siennes. Désarmer un homme. Finalement, il l'a tué. Il y avait comme le chef qui regardait ça de loin. T'en avais un autre qui avait des culottes aux genoux, qui était à terre, qui était en train de beugler, qui saignait. Qui, lui, finalement, a remonté ses culottes, sorti son épée. Et juste pour vous montrer aussi un peu mon style de maître de jeu. Mathilde, elle avait son mousquet. Elle a dit, je mets l'homme en joue. Quand il a sorti son épée, elle a dit, je tire dessus. Puis elle a eu un critique. Les règles des critiques dans le jeu disent que si tu fais, supposons, un D6, mais là, un D6 plus 3, ben là, tu vas faire 2 D6 plus 6. Tu ne doubles pas tes dégâts, mais tu doubles ce que tu es censé faire. Moi, peu importe le jeu critique, si un joueur réussit un critique, ça veut dire qu'il a tellement bien réussi que je vais laisser faire pas mal ce qu'ils veulent. T'sais, si tu veux faire des dégâts, on va faire ce qui est écrit. Mais là, j'ai laissé le choix. Tu peux faire des dégâts, tu peux... tu as tellement bien réussi que tu peux viser n'importe quelle partie. Dis-moi ce que tu veux faire. Puis, elle dit, ben, je vise les couilles. Tu sais, bon, c'était des circonstances. Bon, ben, tu as tiré d'un couille, puis garde, c'est fini. Il est pas mort, mais il est deux mains, il est à terre, puis il fera plus rien, lui, là. Finalement, le chef a fini par dégainer son épée, s'est avancé vers Laurent. Laurent, bien entendu, premier coup d'épée, ça va falloir que je fasse de quoi. Réussi à désarmer le chef. Là, j'ai dit, vous faites quoi? Fait que là, on a le jeune Jouvenceau qui se pense meilleur que tout le monde. Je laisse partir. Ah ouais? OK. J'ai dit même mon nom. Louis-Joseph de Longvilliers, si jamais tu veux me revoir. Bon! Je vous ai dit j'avais été gagnant à quelque part. Hein? Fait que ce cher Louis-Joseph vient de se faire un ennemi qui un jour va ressurgir. C'est évident. Donc, ramène la femme à Mocha à l'auberge, tout ça pour apprendre que finalement, c'est juste une guérisseuse, qui n'y peut rien. Oui, elle a certains dons, c'est qu'elle est capable de détecter toute forme de sorcellerie. Et bien entendu, elle se rend compte tout de suite que Mathilde, que la dame de compagnie de la reine, que la reine, ben, sont toutes les trois enceintes et que ça n'a rien de naturel. Puis ce qu'elle attend, elle n'est pas trop certaine c'est quoi. Tout ça pour leur dire que finalement, elle ne peut rien pour les aider. Qu'il y a une personne qui peut les aider, pas trop loin, et c'est la Dame du Lac. Et oui, la Dame du Lac, c'est une vraie sorcière qui habite dans le lac, à côté de l'auberge la Dame du Lac. Ils n'ont jamais vraiment fait le lien, puis à chaque fois que c'est arrivé, je ne sais pas que je les ai découragés, mais c'est que quand tu es maître, il faut que tu interprètes toutes les PNJ. Si j'interprète un aubergiste qui a une auberge, qui veut faire de l'argent à côté d'un lac, puis qui dit à tout le monde, ouais, ben il y a une sorcière qui reste juste à côté, tu sais. Ouais, pas méchante, mais pas nécessairement bonne non plus. C'est pas trop bon pour la business, hein. Fait que quand l'aubergiste en a parlé, lui, c'était des contes. Tu sais, c'est de la culture, c'est des raconteurs de bonnes femmes. Tout, c'était pas vrai, mais dans le fond, c'était vrai. Fait qu'ils sont revenus à l'auberge, sont allés au lac, ils ont appelé la Dame du Lac,
pour se faire dire que la Dame du Lac, ben, je vais vous aider si vous détruisez ce qui m'empêche de rentrer dans l'auberge. Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de rentrer dans l'auberge, ce qui n'était jamais arrivé. Et on avait arrêté là. Fait que voilà, c'était mon compte rendu de la deuxième session de Mousquetaires et Sorcellerie. La prochaine session, je pense que Louis-Joseph va... Ah oui! Louis-Joseph, juste pour vous dire, tellement incrédule, pour lui, si les femmes sont enceintes, c'est parce qu'ils ont fait de quoi de pas correct, puis qu'ils ont couché avec qui qu'ils n'auraient pas dû, puis quand qu'ils n'auraient pas dû. C'est des femmes de petites mœurs, et donc la meilleure chose qu'il trouve à faire, c'est se saouler la gueule. Mais je vous garantis que la prochaine session, il va perdre ses illusions, puis il va se rendre compte que il se passe des affaires dans ce monde qu'il n'a encore jamais vu. Fait que merci de m'avoir écouté. À la prochaine tout le monde. Prochaine session, prochain compte rendu. Ciao!